donc Marc-André Bourgault, qui va nous parler donc, des écosystèmes au cœur de la gestion des risques hydroclimatiques et de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, avec un focus sur l'hydrologie des milieux humides. À toi, Marc-André. Super, donc merci beaucoup donc avant de débuter, en fait, j'aimerais signaler que c'est vraiment un plaisir d'être ici pour moi, pour venir parler des écosystèmes et aussi des risques hydroclimatiques. Peut-être souligner que je suis jeune professeur et nouveau professeur au département de géographie de l'Université Laval. En fait, cette présentation a principalement pour objectif en fait, d'échanger tout d'abord, mais aussi de vous présenter mon programme de recherche pour lequel je viens tout juste d'obtenir une subvention. Peut-être avant de débuter formellement la présentation, en fait, je vais me présenter. Donc, comme je l'ai dit, mon nom, c'est Marc-André Bourgault. Je suis professeur adjoint au département de géographie. J'ai fait mes études de baccalauréat en sciences de la Terre à McGill avec une spécialisation en géochimie. J'ai fait ma maîtrise à l'UQAM en modélisation des échanges entre la surface et le souterrain au contexte de changement climatique. C'était principalement dans la région de Lanoret, donc un endroit où il y a une grosse tourbière qui occupe une bonne superficie et qui joue un rôle prédominant sur les ressources en eau. Par la suite, j'ai fait mon doctorat aussi à l'UQAM pour évaluer les analyses des conditions hydrométéorologiques sur l'hydrologie des tourbières, donc avec un focus plus analyse de données, focus beaucoup plus sur la météorologie, leur influence sur la réactivité des niveaux au sein des milieux humides, des tourbières plus particulièrement. Puis aussi avec une saveur géochimique, là, donc tout en gardant en tête que ces milieux-là jouent un rôle sur le cycle du carbone. Par la suite, j'ai fait mon postdoctorat entre l'UQAM, l'INRS et le ministère de la lutte contre les changements climatiques sur l'analyse de la résilience des ressources en eau de la vallée du Saint-Laurent. Et finalement, un autre postdoctorat à l'Université Laval avec Ouranos, qui avait pour objectif d'analyser les conditions climatiques futures de plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Donc, je serai principalement dans le cadre de ce projet avec des organismes de météorologie dans différents pays, que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso. Je continue ces projets-là, donc au Maroc, en Haïti, avec différents professeurs aussi à l'Université Laval. Donc, parler des écosystèmes, pourquoi en parler? En fait, les écosystèmes terrestres, les écosystèmes qui soient terrestres ou marins, en fait, nous rendent d'importants services. Par exemple, si on quantifie la quantité de carbone qui a été accumulée par les océans depuis le début de la révolution industrielle, qui provient de, par exemple, l'utilisation des combustibles fossiles, on peut vite se rendre compte que l'écosystème, dans ce cas marin, joue un rôle indispensable pour le climat. Donc, on peut approximativement évaluer à 50% du carbone atmosphérique qui aurait été accumulé, par exemple, par l'océan, et donc qui se traduit par une diminution du pH et, tel qu'on le connaît, une acidification des océans. Par ailleurs, si vous faites des recherches rapides sur l'influence des écosystèmes terrestres en termes de services écosystémiques, vous allez rapidement vous rendre compte que vous allez pouvoir dresser une importante liste. Parmi ceux-là, il y a des services d'approvisionnement, régulation socio-culturelle, soutien, support, etc. Mais ce qui est intéressant pour le reste de la présentation, ici, on va se concentrer principalement sur les services de régulation, que ce soit par exemple la régulation des débits, donc des débits des cours d'eau, pour la réduction des risques d'inondation, mais aussi la régulation du climat en lien avec ses capacités de pouvoir accumuler du carbone. Donc, si l'on regarde, donc juste brièvement, si on regarde les forêts ou les milieux humides ou tout autre écosystème, que ce soit des écoumènes ou végétaux, où on retrouve en fait des végétaux, donc où les végétaux occupent une place prédominante. Mais durant la journée, les végétaux, que ce soit par exemple des arbres, que ce soit des arbres, des arbustes, des herbacées, vont utiliser évidemment la lumière, l'eau contenue dans le sol pour métaboliser le CO2 et par la suite, le CO2 qui est présent dans l'atmosphère et produire des sucres. Et par la suite, durant la nuit, on va avoir une situation où les sucres vont décomposer, alors utiliser pour produire de l'énergie pour assurer le fonctionnement métabolique des arbres. Et
tout autre environnement. Donc, c'est assez simpliste, mais l'idée, c'est que le bilan entre ces deux processus-là, donc que ce soit la photosynthèse et la respiration, est particulièrement important parce que c'est ça qui permet d'avoir, parce que ça a une influence sur les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2-là, en fait, peut être stocké que ce soit dans les troncs, les racines, des forêts, mais aussi directement à même le sol dans les milieux humides et potentiellement aussi dans les zones agricoles. La capacité, en fait, des milieux naturels, comme on peut voir ici, comme les forêts, les milieux humides, de stocker du carbone est particulièrement importante puisque, d'une part, en fait, comme le montre ce graphique qui montre en fait l'évolution du carbone depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, qui est un graphique assez classique qui provient de l'Observatoire de Mauna Loa au niveau des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, ben, on voit qu'on observe ici des cycles, donc des cycles qui sont associés avec les saisons. Donc, lorsqu'on est en hiver dans l'hémisphère nord, ben, on a finalement peu de végétation et donc on a une augmentation de la concentration. En fait, on a de la végétation, mais il y a peu de feuilles, donc de photosynthèse. On a une augmentation de la concentration de CO2 et lorsqu'on passe en été, ben, on voit ici que la quantité de photosynthèse augmente à l'échelle de l'hémisphère nord. Et donc, on voit ici une dynamique de fluctuation. Et en fait, c'est pour cette raison, en fait, que les écosystèmes peuvent jouer un rôle, peuvent nous rendre des services, c'est qu'ils sont capables, d'une part, contrôler d'influencer le cycle du carbone à l'échelle globale à courte période. Donc, ici, on parle au niveau des saisons. Par la suite, si on regarde les écosystèmes, leur façon de stocker, donc la possibilité de stocker du carbone, en fait, ils ont aussi une influence puisqu'ils le stockent à long terme et que ce soit les forêts et les milieux humides. Donc, c'est des milieux qui sont particulièrement importants puisque, comme on peut le lire ici dans le résumé d'article, même si les tourbières occupent, par exemple pour les tourbières, même si elles occupent une superficie plus petite que les forêts, ben, c'est le cas dans les forêts boréales. Les tourbières stockent plus de carbone que les forêts. Donc, ici, on a une situation où on peut le stocker à long terme. C'est stocké principalement dans les forêts et les milieux humides. Et les milieux humides, dans ce cas-là, jouent un rôle important dans le stockage du carbone à long terme. Donc, en fait, en regard de ces différentes capacités services, depuis les 30, en fait, les écosystèmes sont devenus de plus en plus comment dire, présents dans l'espace public et présentés comme des solutions à court et moyen terme, comme on a vu au niveau des dynamiques, qui pourraient contribuer en fait et nous supporter dans la lutte au changement climatique dans laquelle nos sociétés sont engagées. Et en fait, comme le montre de récentes recherches, là, donc ici, vous pouvez voir ici, c'est une recherche qui a été publiée il y a moins de une semaine, en fait, exactement une semaine, 7 jours, mais on voit que les solutions nature pourraient être basées, pourraient fournir une solution pour le Canada pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement, par exemple, en protégeant les milieux naturels, en améliorant les pratiques d'aménagement du territoire, en procédant à des activités de restauration et plus particulièrement en protégeant les prairies, les tourbières et les forêts, en évitant leur conversion en terres agricoles, en augmentant la capacité de stockage de carbone des forêts et des terres agricoles, en plantant des arbres dans les villes et milieux ruraux et en rétablissant l'hydrologie des milieux humides terrestres et côtiers. En fait, le Canada, ici, si je regarde dans l'article dont je vous ai présenté, qui a été récemment publié, le Canada pourrait réduire annuellement ses émissions de CO2 de 78 mégatonnes par année en 2030, ce qui représente environ 11 des émissions annuelles de CO2 à l'échelle du Canada. Donc ici, vous avez, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre du Canada et si on regarde 78 mégatonnes, ça représente environ 11 Ici, maintenant, on est en 2019, on est à 730. Et en fait, les milieux humides peuvent jouer un rôle prédominant dans cette diminution, comme vous pouvez voir ici. On parle aussi des terres agricoles, puisque les pratiques agricoles pourraient stocker plus de carbone à même le sol, des prairies aussi, donc, et des forêts. Mais comme on peut voir, les milieux humides ont potentiellement une importance qui est plus grande que les forêts à l'échelle du Canada. Donc, c'est une solution non seulement envisageable à l'échelle du Canada, mais aussi à l'échelle du globe.
Comme vous pouvez voir, si on regarde en fait une étude récente qui a été publiée, en fait, le dernier rapport du GIEC qui traite de l'augmentation de 1,5 degrés. En fait, selon cette étude, on pourrait, si on augmentait de 1 milliard d'hectares les forêts, ça pourrait limiter l'augmentation du réchauffement climatique sous les bords de 1,5 degrés Celsius. Puis, selon une autre étude récente, en fait, qui a été tout à fait controversée, mais ici, c'est une preuve de concept et je trouve intéressant de le souligner. Bien, le potentiel de renaturalisation, comme on peut voir ici avec les différentes couleurs, donc, est d'environ 1 milliard d'hectares à l'échelle du globe. En fait, cette étude-là a été faite en utilisant près de 79 000 photographies aériennes et des images satellitaires pour ensuite, après ça, retracer des conditions pour caractériser 10 conditions climatiques, mais aussi différents types de sols pour ensuite utiliser des outils de machine learning pour en dresser un portrait à l'échelle du globe. En fait, cependant, même si les solutions nature sont envisageables, ce qu'il faut particulièrement faire attention, c'est que la connaissance des écosystèmes est intrinsèque à notre capacité de les utiliser pour bénéficier de leur capacité à favoriser notre adaptation et à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est particulièrement important puisque une des critiques de l'article que je viens de vous présenter souligne qu'un reboisement mal réfléchi, en plus de la surévaluation à cause de la méthodologie, pourrait mener à des dommages substantiels pour les écosystèmes et la biodiversité, tout en procurant un avantage pratiquement nul, voire négatif dans la lutte au changement climatique, puisqu'on augmente la disponibilité de la matière qui pourrait se décomposer et donc augmenter potentiellement les émissions liées à la décomposition. Par la suite, on parle de solutions nature aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ces solutions vont particulièrement aussi être viables dans un contexte de climat futur. Donc, il est important de quantifier la vulnérabilité des écosystèmes face au changement climatique. Et simplement, avant de planter des arbres, il faudrait surtout songer aussi à protéger les forêts existantes et les écosystèmes de façon générale, parce qu'on est quand même dans un déclin de ces milieux-là à l'échelle des territoires. Donc, en fait, il est assez clair que pour pouvoir bénéficier des écosystèmes pour atteindre nos objectifs de réduction de CO2, il va falloir baser nos décisions sur des données probantes. On peut parler de données d'observation à l'échelle de sites d'études. Donc, la forêt Montmorency en est un. Il y en a plusieurs autres au Québec, il y en a plusieurs au Canada, évidemment. On peut parler ici d'observation de la Terre, que ce soit des données de télédétection satellitaire, haute résolution ou basse résolution. Et par la suite aussi des modèles numériques, donc de tout type. Et en fait, l'ensemble de ces données va nous permettre d'élaborer des scénarios d'occupation du territoire, d'une part pour favoriser notre capacité à s'adapter au changement climatique, mais aussi à atténuer les émissions. Et c'est à travers l'élaboration de ces différents scénarios à l'échelle locale, qu'on va pouvoir répondre à ces objectifs. Donc, et en tant que, je dirais, hydrologue ou hydrogéologue qui a travaillé sur les milieux humides, donc ici, je vous présente une figure où on voit bien que le niveau d'eau, par exemple, qu'on retrouve dans un écosystème, donc sous la surface, est central à tout un ensemble de processus et de rétroaction, donc d'interaction, mais aussi à la transformation de la végétation. Donc ici, on parle de transformation principalement d'environnements qui étaient formés de mousse et qui se transforment en environnements qui sont formés d'arbustes bas. Et donc, l'idée, c'est que la capacité des écosystèmes à nous fournir des services est intimement liée à l'hydrologie et aussi à la disponibilité de l'eau dans le sol. Donc, je pars de cette hypothèse-là. Et c'est exactement dans ce contexte que j'ai soumis, en fait, un programme de recherche au CRHNG et pour lequel je viens d'être financé, comme j'ai spécifié plus tôt.
Et comme vous pouvez voir, en fait, ce programme de recherche a deux objectifs, un à long terme et un à court terme. Le premier est de comprendre et évaluer l'utilisation des écosystèmes comme infrastructure verte pour favoriser notre capacité à lutter contre les changements climatiques. Et le deuxième est d'analyser et quantifier la capacité des milieux humides à agir comme infrastructure de gestion des risques hydroclimatiques, que ce soit les inondations et les sécheresses, donc des périodes où il y a beaucoup d'eau et des périodes où il y a moins d'eau, et aussi d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, ce projet se divise en deux phases. Une phase qui est beaucoup plus axée sur le cycle de l'eau, comme je vous ai montré, qui est prédominant à beaucoup de facteurs et processus à l'interne des écosystèmes, et une autre phase qui est plus centrée sur le cycle du carbone. Donc, en fait, pour répondre à ces objectifs à court terme ou l'objectif à court terme, et donc pour mieux comprendre l'hydrologie des milieux humides, en fait, une approche multi-échelle sera adoptée dans le sens où il intègre plusieurs sites d'études et où on passe de différentes échelles. Donc, une échelle locale à l'échelle des bassins versants, à l'échelle des régions hydrogéologiques. Ça pourrait être hydrologique au niveau des bassins versants, hydrogéologiques, et aussi à l'échelle du globe. Et en fait, chacune de ces approches correspond à un territoire, mais aussi à un projet de recherche qui implique différents collaborateurs et collaboratrices, étudiants et étudiantes. Donc, si on regarde, ici, j'ai souligné 5 entités géographiques. Donc, à l'échelle locale, il est prévu de pouvoir réaliser des mesures et des analyses à la forêt Montmorency. Au niveau aussi du lac, de la tourbière du lac à la Tortue, qui est dans la région de Shawinigan, qui est une tourbière en fait qui est protégée et dont CNC, Conservation Nature Canada, a un intérêt de protection. Et aussi à l'échelle des bassins versants de la rivière Chaudière, donc tout près de Québec, à l'échelle d'une région hydrogéologique, on parle ici de la vallée du Saint-Laurent, et à l'échelle du globe au niveau de plusieurs pays. Donc, en fait, je vais décliner chacun de ces projets de recherche. Le premier projet de recherche, en fait, vise à la mise en place d'un site de suivi éco-hydrologique de milieux humides à long terme à la forêt Montmorency. En fait, ce site-là a été choisi puisque, bien évidemment, il y a un intérêt très fort de l'Université Laval et surtout un message très fort de l'importance de cette forêt-là au sein de la recherche qui se fait à l'Université Laval. Deuxièmement, peut-être plus pratiquement, c'est pas très loin de Québec, donc à 80 km de l'Université Laval, ce qui fait que c'est facile de réfléchir à des projets de recherche impliquant pas trop de financement. Moins de financement, pas trop, c'est peut-être pas le bon mot, mais moins de financement. Et ça facilite les travaux de recherche, mais aussi car, évidemment, il y a une longue tradition de recherche à la forêt Montmorency. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-bas. Et donc, il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Je peux penser à des données de taux afflux, des données hydrologiques, des données de neige, des données contenues en eau dans le sol à l'échelle du bassin versant. Cependant, aucun réseau de suivi a été élaboré pour les milieux humides, spécifiques aux milieux humides dans la forêt Montmorency. Et c'est dans cette intention que je veux mettre en place ce réseau de suivi-là. Simplement, là, je pourrais rentrer dans les détails méthodologiques, mais j'ai gardé ça simple dans la mesure où peut-être que ça fera partie d'une autre présentation que je pourrais faire au centre, dans le cadre du centre de recherche. Ici, le réseau de suivi va comprendre des travaux de caractérisation des dépôts organiques, que ce soit des mesures en laboratoire de propriétés hydrauliques du sol, etc. Du suivi hydrologique, donc précipitation, couvert nival, contenu en eau du sol, fluctuation de niveau de nappe, débit des rivières. Donc, plusieurs travaux qui peuvent être réalisés. Il y a plusieurs données aussi. Par exemple, il y a des stations de la DEHA qui sont disponibles, donc où on peut avoir 50 années de données sur des rivières et donc qui ceinturent en fait le milieu humide et donc permettent de faire une analyse plus approfondie. Et finalement, pour la phase 2, suivi du cycle du carbone, qui sera en fait qui pourra bénéficier aussi des recherches qui se font présentement et de toute l'instrumentation qui est en train d'être mise en place dans le cadre de la FCI qui a été obtenue par la faculté.
Donc, l'ensemble des données seront utilisées pour réaliser en fait des analyses séries chronologiques. C'est assez classique et développer des modèles numériques. Pourquoi on le fait? Principalement pour évaluer la capacité des milieux humides riverains à atténuer les crues. C'est d'intérêt pour plusieurs raisons. Il y a des plans régionaux de priorisation du territoire et plus particulièrement des milieux humides qui sont mis en place et qui découlent de lois qui ont été de règlements qui ont été mis en place en 2017 et d'une nouvelle loi sur les milieux humides. Par la suite, on veut se concentrer aussi sur les échanges entre l'eau de surface et l'eau souterraine. Pourquoi? Parce que c'est des quantités d'eau qui sont importantes pour le maintien des écosystèmes aquatiques, mais aussi pour les ressources en eau. Et finalement, améliorer la représentation des milieux humides dans les modèles climatiques et hydrologiques, puisque, en fait, la façon dont les milieux humides sont compris est assez en fait, pourrait être améliorée. Donc, en fait, une de ces améliorations-là, je parlais récemment dans le cadre du risque avec un de mes collègues, donc le réseau intersectoriel sur les inondations, et il y a une forte tendance vers l'augmentation de la résolution des modèles climatiques et le fait d'augmenter la résolution des modèles climatiques devient de plus en plus important, amène une complexité en fait, nous pousse à pouvoir mieux représenter l'hydrologie de certains milieux et les milieux humides en sont un, puisqu'ils jouent un rôle important sur les dynamiques, qui pourraient jouer un rôle important sur les dynamiques de précipitation à haute intensité et basse résolution. Donc, on parle, par exemple, de précipitations qui se sont passées à la ville de Trois-Rivières dernièrement, qui ont occasionné ici des inondations dans la ville. Donc, c'est un genre d'exemple qui peut être fait. Pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs types de modèles. Là, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Il y a des modèles numériques semi-distribués qui vont être abordés, des modèles complètement couplés et distribués, des modèles de surface. Et donc, ici, les modèles de surface, c'est l'exemple dont je viens de vous parler. Ces modèles-là, en fait, sont utilisés pour plusieurs raisons, que ce soit l'aménagement ou la gestion des eaux à l'échelle du territoire, que ce soit, par exemple, pour la prévision hydrologique, pour les inondations, etc. Donc, en fait, le deuxième projet consiste à évaluer la capacité d'un ensemble de milieux humides à réduire les risques hydrologiques des bassins versants, incluant des milieux humides pour lesquels l'hydrologie est encore mal comprise. Donc ici, vous pouvez voir, ça va se faire à la rivière Chaudière. Ce projet, en fait, bénéficie d'un travail qui a déjà été réalisé dans le bassin versant de la rivière Chaudière, dans le cadre d'un projet qui a réuni l'organisme de bassin versant de la rivière Chaudière et Ouranos, l'Université Sherbrooke et le ROBVQ, et auquel j'ai participé à titre de membre de comité de suivi. Et en fait, ce modèle-là peut être amélioré puisqu'il n'intègre pas les eaux souterraines. Donc, une grosse composante qui joue un rôle sur l'hydrologie des milieux humides. Et en fait, en capitalisant sur ce travail, il sera possible, ici, c'est le rapport qui a été soumis à l'organisme de bassin versant de la rivière Chaudière. Et en fait, ce travail en valorisant les données géospatiales, mais aussi les données de sortie de modèle, ça va nous permettre de mieux intégrer les milieux humides dans les outils de modélisation, donc améliorer leur représentativité. Et en fait, la rivière Chaudière a été sélectionnée tout d'abord parce qu'il y a de multiples types de milieux humides, mais aussi on y retrouve de façon récurrente des inondations. Et pas plus tard qu'il y a maximum 2 semaines, il y a eu des informations concernant le réaménagement du territoire de la ville pour éviter les risques d'inondation. Donc, en fait, dans le cadre de ce projet, ce qui est intéressant dans le cadre des travaux du Centre d'intelligence des données, c'est qu'il y a un projet qui cherche à améliorer l'exactitude de la représentation cartographique à haute résolution des différents types de milieux humides et en utilisant un maximum de données géospatiales, mais aussi en utilisant des données des données de terrain. Donc, évidemment, lorsqu'on va combiner des données géospatiales, que ce soit des données de télédétection satellitaire, des données d'observation, il est possible d'entraîner des modèles pour améliorer la représentation cartographique. Donc, ici, vous avez un exemple de bassin versant de la rivière Chaudière avec l'ensemble des milieux humides potentiels. Et l'intérêt d'améliorer ici, c'est que il existe souvent une surévaluation des milieux humides et donc potentiellement une surévaluation de leur rôle ici à l'échelle des bassins versants.
Ça veut pas, le fait d'avoir une trop grande superficie des bassins des milieux humides à l'échelle des bassins versants ne se traduit pas nécessairement par une diminution de leur rôle, puisque, ben, comme on le sait, la représentation hydrologique des milieux humides dans les modèles est souvent lacunaire. Donc, troisième projet consiste à améliorer notre compréhension de la connectivité des milieux humides. Je vais juste m'assurer que j'ai assez de temps. Il me reste combien de temps? OK, parfait. Donc, le troisième projet consiste à améliorer notre compréhension de la connectivité des milieux humides à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent. Pour les milieux humides, cette caractéristique est particulièrement importante puisque, comme le montre de récentes recherches, je ne vais pas ici rentrer dans tous les détails, mais en fait, la connectivité, qu'elle soit en lien avec les eaux souterraines ou les eaux de surface, va venir contrôler les niveaux d'eau. Donc, les niveaux d'eau ici qu'on retrouve dans les milieux humides, mais contrôle aussi leur dynamique hydrologique à différentes échelles temporelles, donc que ce soit à l'échelle journalière ou mensuelle. Donc, je ne vais pas ici rentrer dans tous les détails de ça, mais l'idée, c'est que la façon dont les niveaux de nappe vont réagir aux précipitations dans un contexte où il y a une variabilité de connectivité, mais elle ne sera pas la même. Donc, elle ne sera pas la même et en plus, leur rôle hydrologique ne sera pas la même. Et puisqu'on sait que le niveau d'eau ici, dans les milieux humides, contrôle les échanges ou les dynamiques biogéochimiques au sein des milieux humides, ben, on peut s'attendre à ce que ça ait un effet sur le type, sur la façon dont ils vont interagir dans le cycle du carbone. Et en fait, il y a peu d'études qui mettent en lumière la variabilité de cette connectivité des milieux humides. Et en fait, ce projet de recherche cherche à évaluer tout d'abord les conditions limites. Donc, en périphérie des milieux humides, quels sont les échanges sur les conditions hydrologiques en utilisant bien entendu des données LIDAR, mais aussi différentes données géospatiales. Et ici, je vous présente des données de INSAR, donc qui sont des données de Interferometric Synthetic Aperture Radar, en fait, qui sont des données qui permettent d'évaluer le déplacement de la surface à quelques centimètres. Et ces données-là, dans les milieux humides, particulièrement pour les tourbières, sont très intéressantes puisque ils permettent d'étudier un phénomène qui s'appelle le Meyer breathing, donc finalement qui relève de la contraction et la dilatation de ces milieux-là en lien avec le contenu en eau, et donc qui permettent de retracer l'hydrologie en temps, pas en temps réel, mais à la fréquence que les satellites viennent passer. Donc, ici, on a un exemple de comment on peut valoriser les données géospatiales dans la compréhension ici de l'hydrologie des milieux humides. Et finalement, le quatrième projet consiste à évaluer la vulnérabilité des milieux humides en conditions climatiques futures à l'échelle du globe. Donc, calculer l'impact des changements climatiques sur les capacités d'emmagasinement en eau des milieux humides, mais aussi améliorer notre compréhension des facteurs qui contrôlent la vulnérabilité des milieux humides ici. Donc, j'ai oublié un petit mot. Et entre autres, pour améliorer notre compréhension des facteurs qui contrôlent leur vulnérabilité. Parce que, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que si ces milieux nous rendent des services aujourd'hui, ils vont nous rendre les mêmes services. Et on sait que les processus à l'intérieur des milieux humides sont fortement non linéaires. Et donc, une amélioration de la compréhension est nécessaire. Et en fait, ce projet, ce projet, en fait, il capitalise sur les données hydrologiques qui ont été récemment colligées sur plus de 50 sites, donc dans l'hémisphère nord, donc à l'échelle de différents pays aussi, provenant de plus de 14 groupes de recherche, comme vous pouvez voir, qui sont localisés majoritairement dans l'hémisphère nord, mais pas exclusivement, puisque j'ai récemment reçu des données qui viennent aussi de l'Indonésie et aussi de l'Indonésie. Et je sais qu'il y a beaucoup d'études qui se font aussi en plein centre du Congo, dans les milieux humides en Afrique. Donc, et en fait, le développement de cette compréhension de la vulnérabilité des milieux humides face au changement climatique tire aussi avantage d'une méthode qui a été récemment développée, en fait, qui
qui se construit sur l'étude de la variation des niveaux issus des précipitations et aussi le calcul de la réactivité. Donc, le calcul entre le moment où le niveau d'eau est préalable à une précipitation et le moment où il réagit. Et comme on peut voir ici, le niveau d'eau réagit rapidement, ce qui veut dire qu'on est capable de pouvoir calculer une réactivité en fonction du type de précipitation et par la suite valoriser l'ensemble de ces données, puisque évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces résultats, mais il me permet de faire ressortir ici le caractère non linéaire. Donc, ici, chacun des points est le calcul d'une réactivité. Donc, il permet de voir quelles sont la réaction de ces niveaux face aux conditions hydrologiques. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça nous permet d'identifier des seuils, donc des seuils hydrologiques où on est capable de calculer leur capacité d'emmagasinement. Et en fait, ce phénomène se retrouve à l'échelle de différents milieux humides. Donc ici, on a 8 sites, donc des sites qui sont situés au Québec, en Allemagne, en Angleterre, en Finlande, en Écosse et beaucoup d'autres sites que je n'ai pas inclus ici. Mais on voit que le caractère est non linéaire dans l'ensemble de ces milieux-là, et ce, indépendamment des conditions hydroclimatiques. En fait, on peut identifier des seuils, et ces seuils varient en fonction des différents sites. Et par conséquent, en retraçant ces seuils, on est capable d'avoir une idée de la vulnérabilité de ces milieux-là. Donc, ça fait un peu le tour des projets de recherche pour lesquels j'ai été soumis. Et au-delà des 4, j'ai été subventionné, au-delà des 4 projets de recherche que je viens de vous présenter, et je vais terminer là-dessus en constatant en fait l'importance de l'hydrologie, de l'amélioration, de la compréhension des facteurs qui contrôlent la vulnérabilité des écosystèmes. En constatant finalement l'importance que peut prendre l'hydrologie au sein du centre de recherche. Je crois que le centre de recherche en données et en intelligence géospatiale offre une excellente opportunité de collaboration pour favoriser, en fait, non seulement l'analyse, mais aussi l'intégration d'un large spectre de données, donc géospatiales, comme je vous ai montré, et temporelles, ainsi que potentiellement des données peut-être moins conventionnelles pour, en fait, comprendre le rôle que pourraient occuper les écosystèmes dans la lutte au changement climatique aujourd'hui et demain. Donc, en fait, je vous remercie de votre attention et j'aimerais aussi, en fait, remercier ici l'ensemble de mes collaborateurs des recherches récentes que j'ai menées sur l'ensemble des sites d'études et aussi leurs universités d'affiliation et aussi les bailleurs de fonds. Donc, je vous remercie de votre attention. Je suis disponible pour répondre à vos questions.